Voilà, bonjour et rebonjour. Euh, bon, j'espère que vous allez bien, que cette histoire de confinement n'a pas été trop, on va dire, trop agaçant, trop énervant, voilà. Et j'espère que tout le monde va bien. hein. Et je vous rappelle aussi que euh, l'université a pas mal des services dans ces moments pour vous aider, pour vous écouter si vous en avez besoin. D'accord. Euh, N'hésitez pas à contacter l'université, même les responsables du département, pour demander plus d'informations concernant les services que l'université a mis en place pour vous écouter. hein. Euh, on sait que à chaque instant, j'exagère, mais avec l'arrivée de beaux jours, ça devient de plus en plus compliqué de rester concentré, de rester à la maison, surtout avec les jours fériés qui s'approchent. Voilà. Mais on n'a pas le choix, on doit être, on doit être sage dans ces moments. hein. Donc, voilà. Euh, aujourd'hui, normalement, on commence avec une petite réflexion, une petite machin, je sais pas quoi. Euh, mais nous, aujourd'hui, on va pas faire ça. Hmm. Euh, il y a tellement de choses qui se passent dans ces instants-là que ça, ça rend un peu difficile d'arriver à se concentrer sur le sujet pour réfléchir comme il faut. Réfléchir comme il faut. Du coup, voilà. Euh, c'est que je voulais vous dire, vous rappeler, c'est que aujourd'hui on est le 24, je regarde les calendriers ici à côté, hein, on a 1, 2, 3, 4, on a encore 5 cours, selon les calendriers. Aujourd'hui, on va changer absolument de registre. Euh, Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début du cours, je vous demandais en fait, c'est que vous attendez de ces cours. C'est que vous imaginez que ce serait la découverte du monde professionnel. Et une bonne partie d'entre vous a répondu que qui attendait aussi peut-être connaître un peu plus les formes juridiques des entreprises, voilà, qui ça allait permettre de découvrir effectivement les mondes professionnels. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va partir à partir d'aujourd'hui. hein. C'est dans ce sens-là qu'on va y aller à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire que effectivement, ça change de registre, mais pas trop. Parce qu'il y a des sujets d'actualité qu'on va traiter. Et surtout avec la pandémie, vous savez, les restos, avec les restos fermés, tout ça, euh, les problèmes d'argent, voilà. Et du coup, tout cela va toucher ces genres de sujets parce que on écoute parler suivant de la télé de restaurateurs que n'ont plus d'argent, mais que restent en salaire, voilà. Mais comment, comment ça se passe? Pourquoi ça se passe? hein, Comme ça, et voilà quelques particularités. Tout coup, dans les cadres de ces cours de découverte de monde professionnel, on va aborder maintenant euh, les, les, les types, les formes juridiques des entreprises, et aussi les catégorisations qu'on peut faire, les classifications qu'on peut faire des entreprises, évidemment, dans un double sens. hein. Euh,
Ça veut dire qu'on va essayer de les aborder dans le sens effectivement, de découvrir les plus, en fait, les plusieurs formes juridiques de l'entreprise, qu'est-ce que ça change d'une à l'autre, hein, et aussi qu'est-ce que ça peut changer par rapport à mes choix de l'entreprise, ou choix que je fais, par exemple, je préfère une telle entreprise à une autre entreprise, voilà. Quel est le rapport de tout cela avec mes choix professionnels? Et aussi, j'imagine, on parle suivant. Ah non, mais vous allez être embauché, vous voulez bosser dans tel endroit, voilà. Mais aussi, j'imagine qu'entre vous, il doit y avoir des élèves qui ont envie de faire son propre truc, quoi. Vous voyez, ouvrir sa propre boutique, voilà, démarrer dans ces sens, hein. Et du coup, on peut aussi penser que ces contenus vont être utiles à ces gens-là. Du coup, voilà. Mais avant de commencer à parler de ces contenus, je, je vous, je vous rappelle donc que à la fin du semestre, vous allez devoir rendre un rapport et ça ne sera pas ces cours, mais les prochains. Parce que je ne pense pas qu'on va arriver à finir ces contenus aujourd'hui. Voilà. Du coup, les cours prochains, on va parler de rapports que vous devez rendre à la fin du semestre. D'accord? Parce que ça va vous laisser 4 semaines. Ouais, 31. Ouais. En gros, notre prochain cours, ça sera les 31 mars. Du coup, on peut essayer de négocier entre 3 semaines, voire même max 4 semaines de délai pour pouvoir rendre ces rapports. Moi, je vous conseille, je vais vous présenter les options, les choix, et on va décider ça ensemble, hein. Mais il faut avoir en tête les calendriers de l'université aussi. Je n'ai pas encore les calendriers des examens de l'université, du coup, on ne va pas savoir en avance. Mais j'imagine que la semaine prochaine, on va commencer à bien dessiner la chose et comme ça, nous pouvons effectivement parler de procédure, de comment faire les rapports, qu'est-ce que je vais demander, voilà. Mais ce que je vous conseille déjà, c'est de aller sur EPREL, chercher la discipline de découverte du monde professionnel et aller sur le document et liens. Et là, vous allez trouver les fichiers que j'avais téléchargés déjà, qui entre eux, il y a 2 fichiers qui vont être présents dans ces rapports, que je vais demander dans ces rapports. Voilà. Les 2 fichiers que je demande dans ces rapports, qu'on va discuter meilleur les cours prochains, c'est la matrice SWOT, hein, que vous allez faire pour vous-même, voilà, la matrice SWOT personnelle, professionnelle de vous, hein. Et il y a un petit questionnaire qui s'appelle fichier 2 aussi. C'est fichier 2 qui est sur EPREL, voilà, sur document et lien, qui sont 2-3 questions, en gros, qui demandent pourquoi vous avez choisi cette filière, voilà, des choses comme ça. Filière que vous voulez vous engager professionnellement, hein. Et c'est à partir de ces documents qu'on va effectivement pouvoir commencer à établir les règles de rapport. Mais tous ces documents, vous allez me rendre remplis, faits et tout ça, avec les rapports, parce que ça va faire partie du rapport de fin de semestre que vous allez faire. Mais ne vous inquiétez pas, j'avance petit à petit les informations, comme ça
vous pouvez digérer et vous n'allez pas être pris de surpris comme ça. Non. Voilà. Bon, donc notre dernier cours, on a fini effectivement. On a fini, pardon. On a fini effectivement les sujets qui concernaient l'analyse SWOT. On parlait des outils de gestion stratégique pour aussi penser les décisions qu'on prend dans notre carrière, pour notre voie professionnelle, pour nous-mêmes. Voilà. Et donc, on passe à l'autre chose. Est-ce que par rapport au contenu vu jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions ou des doutes? Voilà. Bon, je pense que ça c'est non. Si vous n'avez pas de questions, donc on commence effectivement les nouveaux contenus qui va parler exactement. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Qui va parler exactement de type de catégorisation des formes et formes juridiques des entreprises et les marchés de travail en spécifique. Voilà. Je m'excuse déjà parce que ces genres de cours, il est très, on va dire, très fatigant, très théorique, et quand on parle de loi, des catégorisations, de formes juridiques, malheureusement, on ne peut pas faire autrement que de présenter les choses. Donc, malheureusement, je vous avance que ça va être plus fatigant que d'habitude. Parce qu'il n'y a pas de 10 000 moyens de faire cela, surtout à distance. Donc, désolé. Mais on va attaquer ça avec courage et détermination pour essayer de finir le plus vite possible et pouvoir et rendre ces sujets le moins fatigants possible. Donc, quand on parle de type, catégorisation, classification, forme juridique, des entreprises, voilà, qu'est-ce qu'on cherche avec cela? Bon, nos objectifs avec ces contenus n'est pas de vous faire devenir des experts comptables ou encore de vous faire apprendre par cœur le droit des sociétés, vous voyez, parce que j'imagine que vous aviez même d'autres disciplines, d'autres matières dans lesquelles vous allez voir ça avec plus de, on va dire, en plus de détails, avec plus de détails, plus en profondeur, vous voyez, c'est que on va essayer de faire, c'est d'aborder ces sujets qui sont assez compliqués parce qu'il y a nombreux types. Regardez bien, on parle de types, de formes juridiques, de classification des entreprises et tout ça. Et regardez en bas, on a 28 diapos. 28. Du coup, vous pouvez déjà imaginer que ça, c'est long. Mais courage. Voilà. Je veux pas, je veux pas vous, on va dire, vous faire vous fatiguer déjà avec ça. Mais voilà. Donc, à partir de cette intention, on peut alléger. Parce que je vais vous montrer une chose. Mais sans vous faire devenir expert, parce que ce n'est pas le but de notre cours, et ce n'est pas même pas les buts pour l'instant de votre carrière. Donc, voilà. C'est qu'on veut, j'ai décidé de mettre cela parce que, on avait parlé au début du cours
Et je crois hein, que c'est toujours important de connaître les entreprises, leur classification, je suis là, leur classification par rapport à leur taille, leurs chiffres, leur forme juridique, parce que ça peut effectivement vous aider sur votre démarche professionnelle. Parce qu'on va dire que en connaissant tel ou tel statut juridique, forme juridique, et en sachant qu'une telle entreprise, elle a cette statut juridique, on peut déjà établir pas mal de relations avec la projection professionnelle qu'on peut avoir dans l'entreprise. Ça veut dire que, effectivement, si on parle d'une TPE, hein, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une TPE? Je vais écrire parce que peut-être que je parle mal. Très petite entreprise. Voilà, c'est exactement ça. C'est une très petite entreprise. Hein. Du coup, la TPE, c'est une très petite entreprise. Hein. Effectivement, on a plusieurs catégorisations, plusieurs formes de classifier une entreprise. Mais effectivement, si on reconnaît qu'une telle entreprise, c'est une TPE, ou encore c'est une PME, hein, vous voyez qu'on a quelque chose là qui va nous permettre de nous projeter dans notre carrière. Est-ce que travailler dans une TPE, c'est très bien ou pas? Voilà. Mais ça, c'est plutôt à la fin de ces parcours qu'on va aborder ça. Parce qu'il y a TPE, PME, ou tout court, GE, la grande entreprise, hein, sont de classification des catégorisations qui n'ont absolument rien à voir avec la forme juridique des entreprises. Et ils n'ont pas non plus aucun rapport avec les secteurs d'activité de l'entreprise. Hein. Mais voilà, ces genres de catégorisation, c'est important juste pour connaître, parce qu'en sachant qu'une telle entreprise que vous allez postuler, que vous avez envie de bosser par exemple, elle est une TPE, ça veut dire que vous avez une idée de leur chiffre d'affaires déjà. Du coup, voilà. Hein. C'est très intéressant au niveau des projections des carrières. On ne veut pas passer... des fois, on veut passer toute notre vie dans une TPE. Parce qu'il a des avantages, des inconvénients, voilà. Mais des fois, on ne veut pas. Parce qu'on veut de nouveaux défis, on veut de nouvelles choses, voilà, on est plus ambitieux. Et du coup, vous savez que pour vous améliorer dans votre métier, dans votre métier, quoi, dans votre profession, il va falloir chercher ailleurs. Hein. Du coup, la TPE, au bout du moment, ne va pas vous convenir. D'où c'est intéressant de connaître quelques limitations. Parce que, tout simplement, si on fait des recherches sur Internet, on va trouver qu'une telle entreprise, il a une classification, il a une forme juridique, il a une catégorisation, et on peut vite savoir leur taille, leur structure hiérarchique, si c'est plus simple ou plus complexe, et en même temps, prévoir si on peut augmenter des grades, augmenter même dans l'échelle hiérarchique de cette entreprise. Du coup, voilà. Et donc, cela se montre évident, parce que ça peut vous aider pour votre démarche professionnelle, connaître tout cela, surtout lorsque nous faisons une comparative de nos projets professionnels et personnels par rapport à notre poste actuel. C'est donc en fonction de ces raisonnements que ces contenus viennent contribuer à la discipline de découverte du monde professionnel. Encore une fois, on ne veut pas vous faire des experts. Moi, ce que je veux, en fait, c'est de vous faire, c'est de vous rendre capable
de reconnaître de particularités des entreprises avant même de postuler, avant même de votre premier contact, pour savoir si cette entreprise elle est adaptée à vous, à vos ambitions, et ça vaut la peine ou pas de postuler dans cette entreprise ou pas. Donc, voilà. Évidemment, ça va selon votre chemin, votre parcours, ce que vous voulez faire dans votre carrière. Je vous rappelle aussi que ces contenus, il est intéressant. Il est intéressant dans le sens que nous pouvons, en tant qu'entrepreneurs, imaginer aussi ce qu'on veut pour nous. Encore une fois, je parle là dans deux directions. La direction de je choisis où je veux bosser et la direction aussi où je vais connaître mon plus au cas où je vais créer ma entreprise. Voilà. Donc, pour commencer, en fait, j'ai donné toutes les réponses déjà. Je suis con, quoi. Oh là là. Attends, je vais boire un peu d'eau. Aujourd'hui, ma gorge est un peu pourrie. Je ne sais pas ce que je fais, mais voilà, je n'arrive pas à parler bien fort, de temps en temps, j'ai un peu mal. Mais voilà, ça va aller. Bon. On vient de parler que catégorisation, classification et forme juridique ne sont pas la même chose. Je vais vous donner déjà les réponses, je suis bête. Oh là là. Bon, c'est ça, c'est ce qui arrive quand on parle trop. Voilà, il faut faire avec. On a vu, par exemple, qu'avec la discussion du TPE, PME, voilà, ça n'y a aucun rapport avec la forme juridique. Ça peut avoir, on peut imaginer, qui est effectivement une très petite entreprise ne va pas prendre une forme juridique que par exemple de SA, de société anonyme. Mais on va voir exactement pourquoi. Du coup, forcément, si vous postulez à une entreprise et vous voyez que l'entreprise elle apporte son nom juridique, on va dire comme ça, et à la fin de son nom juridique, elle apporte un SA à la fin, vous pouvez être sûr que c'est une grande entreprise. Donc, voilà. Bon. Et j'ai donné déjà la réponse. Deuxièmement, quoi, cela change notre rapport avec l'entreprise. En fait, connaître tous ces éléments va nous permettre de choisir meilleur, de cibler meilleur les postes, les entreprises et les genres de relations qu'on veut avoir. Vous voyez? Donc, voilà. Je vous pose une question tout simple. Est-ce que vous avez déjà vu qu'est-ce que c'est une société anonyme? Qu'est-ce que c'est un TPE? Les premiers secteurs, deuxième secteur, troisième secteur d'activité. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Oui. Oui, tout cela. Du coup, je peux passer vite. Parfait. Nickel. Bon. Du coup, je veux passer vraiment tout vite. Histoire d'être la conscience tranquille. Bon. Si on va par là, on va commencer par parler du type des formes juridiques, vite fait. Et à la fin, on va voir effectivement que la connaissance d'une sorte de forme juridique, ça va nous permettre de cibler les postes selon notre plan de carrière.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'on est en train de faire depuis le début, c'est d'essayer de tracer un chemin pour que vous soyez plus sûr de vos choix, hein, et que vous faites les bons choix pour vous-même. Du coup, tous les genres de connaissances que vous pouvez avoir de marché, ça va vous être utile. Donc, voilà. Le truc, c'est que la notion de forme juridique, quand on parle de forme juridique, hein, va permettre de définir les statuts fiscaux d'une entreprise et ses responsabilités impliquées. Dans ces cas, il est important de différencier les différents, voilà, de différencier les types de formes juridiques, car cela va permettre d'identifier les structures de fonctionnement d'une société. Ça veut dire là, on vient de parler, selon les statuts juridiques, on peut déjà imaginer si l'entreprise elle est grande, elle est petite, même quels sont les acteurs qui ont un rapport avec l'entreprise, si elle travaille dans l'environnement du pays ou à l'international, voilà. Même quelles sont les projections qui les cadres ont pour l'entreprise. Hein. Du coup, voilà. Bon. Et donc, connaître la forme juridique hein, peut être pertinent pour ces cours afin d'identifier les nombres d'acteurs dans l'organe de direction d'une entreprise. Hein. Si un jour vous voulez devenir cadre, effectivement, dans une TPE, ça va être un peu difficile. Parce que les TPE, normalement, sont des entreprises individuelles ou encore des entreprises, même des familles. Du coup, voilà. Ça rend les opportunités un peu plus difficiles d'accéder. Mais voilà, cela n'est pas impossible. Mais ça rend les choses plus difficiles. C'est tout. Bon, quand on parle de forme juridique, hein, quand on parle de forme juridique, on parle donc, on peut commencer exactement d'entreprise individuelle à responsabilité illimitée. Hein. On va voir une chose très particulière, une chose très spécifique, hein, qui c'est par rapport, on peut mettre en contexte ces cadres de la pandémie. Parce qu'on va trouver des restaurateurs qui arrivent à avoir un salaire parce qu'ils ont choisi une forme juridique selon laquelle il est président de l'entreprise, mais il est aussi salarié de l'entreprise. Ah, mon chat, il arrive. Vous allez voir mon chat. Ah, il va passer. Il passe. Il passe. Je pense qu'il va. J'espère qu'il ne va pas montrer ses fesses. Parce qu'il normalement il fait ça. Mais voilà. Dis coucou. Voilà. Coucou à tout le monde. Ouais. Il est trop mignon, monsieur. Voilà. Il était en train de dormir. Voilà. Voilà. Il est trop beau. Voilà, maintenant j'espère qu'il se casse. Bon. Il voit que je parle tout seul, vu qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'on il parle tout seul devant l'ordinateur. Voilà. Bon. Du coup, la première forme juridique, là, dans ces cas-là, vous allez voir que on commence d'une forme plus petite, plus simple, et on va à chaque pas aller dans des formes juridiques plus complexes, hein, mais qui portent des avantages et des inconvénients. J'étais en train de parler avant que mon chat y vienne, hein, concernant les restaurateurs dans le contexte de la pandémie. Du coup, les restaurateurs dans le contexte de la pandémie qui ont choisi une forme juridique, ah, il revient. Je vais le laisser. Du coup, les restaurateurs dans le contexte de la pandémie qui ont choisi une forme juridique, ils mangent des choses. Qui ont choisi, par exemple, une forme juridique dans laquelle ils sont aussi salariés de l'entreprise, arrête. À la fin, ils ont un salaire même avec la pandémie.
effectivement, qui ils sont pas encadrés comme comme ses salariés, hein, mais ils reçoivent une partie de l'aide du gouvernement. Du coup, c'est très intéressant de penser à l'importance de bien connaître les formes juridiques pour plusieurs risques que l'entreprise peut avoir. Et quand on parle de formes juridiques, on parle des frais de comptabilité, hein, et on parle aussi de formalités plus ou moins difficiles, qui plus ou moins coûteux aussi, voilà. Mais aussi de sécurité. hein. On va parler de ça. Parce que quand on parle d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, on va dire que c'est un grand risque que l'entrepreneur il assume. Hein, parce que le problème, c'est que on va voir l'inconvénient d'une EI, hein, EI, pardon, concerne principalement la responsabilité illimitée de l'entrepreneur. Autrement dit, son patrimoine privé et son patrimoine professionnel font qu'un. Comme ça, vous allez voir que une fois qu'il a des dettes, s'il n'arrive pas à payer, hein, ici en bas, pardon, s'il n'arrive pas à payer, hein, les statuts d'entreprise individuelle permettent cependant d'opter pour le régime. Il va commencer à pouvoir rembourser avec les biens personnels. Du coup, c'est plus facile, c'est plus simple. Voilà, c'est une entreprise individuelle. C'est simple, basique, pas de soucis. Hein. Et regarde bien que quand on parle d'entreprise individuelle, celui-ci profite alors du statut de travailleur non salarié. Du coup, si vous êtes une entreprise individuelle, voilà, et un restaurateur, vous ne recevez pas de salaire. Du coup, dans le contexte de la pandémie, pour faire simple, vous êtes foutu. Voilà. Hein. Vous ne recevez pas, vous n'allez pas recevoir pardon, des aides, hein, parce que vous êtes travailleur non salarié. Donc voilà. Bon, les statuts d'une micro-entreprise n'ont rien à voir avec la forme juridique. C'est juste que normalement, une EI peut être considérée comme une micro-entreprise. Voilà. Bon, j'essaie de passer vite. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais comme vous avez déjà vu, du coup, j'essaie de faire le plus vite possible. Bon, l'autre côté, entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est la même chose. Hein. Dans les faits, ces statuts reprennent les caractéristiques d'une EI, hein, une entreprise individuelle à responsabilité illimitée, sauf en ce qui concerne la responsabilité d'un entrepreneur, qui est limitée à son patrimoine professionnel. Ça veut dire que vous avez effectivement il y a la queue de mon chat qui passe. Vous avez une sécurité concernant vos biens personnels. Vous êtes protégé. Vous avez plus de sécurité. Voilà. Donc, c'est même pas les cas. Ça vaut même pas la peine de parler des impôts sur les revenus. Voilà. On n'est pas là pour ça. Hein. Les seuls problèmes, c'est que, encore une fois, pour avoir une responsabilité limitée, hein, il y a un problème, une contrainte, surtout en ce qui concerne les coûts de constitution de patrimoine affecté et des fonctionnements de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Parce qu'effectivement, si vous mélangez votre capital personnel avec les capitales de l'entreprise, effectivement, votre entreprise commence déjà avec quelque chose. Vous voyez, parce que vous avez une maison qui vaut je ne sais pas combien. Du coup, mais qu'est-ce que ça change effectivement? Ça change effectivement que, si vous faites un prêt auprès de la banque, dans les cas d'entreprise individuelle, hein, pour la banque, c'est plus rassurant parce que si vous ne payez pas,
elle va, par exemple, prendre prendre votre voiture. Hein. Du coup, voilà, pour payer les dettes. Donc, c'est plus facile de consulter une entreprise parce que c'est plus facile aussi d'avoir des financements, d'avoir des prêts pour pouvoir travailler. Là, moi, je ne sais pas si je vous ai dit, mais moi, à la base, je fais une licence en gestion des entreprises. Et je pense que les grosses erreurs, ou la grosse erreur qu'on fait quand on essaye de consulter une entreprise, c'est de penser que qu'il ne faut pas avoir des dettes. En fait, tous les marchés, hein, quand on essaie de consulter une entreprise, tous les marchés, ils sont fondés à la base des dettes. Du coup, avoir des dettes, effectivement, dans la mesure d'une bonne santé financière, hein, c'est extrêmement positif. Ce n'est pas que positif, mais c'est aussi nécessaire pour que l'entreprise puisse marcher. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Bon. On passe alors à la société à responsabilité limitée. Là, ça change de contexte parce qu'on ne parle plus d'entreprise individuelle. Hein. On parle là de société. Du coup, ça veut dire que on a besoin de plus de gens. Hein. Du coup, ces genres de forme juridique, elle est très commune, très conventionnelle. Voilà. Et c'est une société à responsabilité limitée. Vous voyez que toujours, quand il a responsabilité limitée, ça veut dire que les biens personnels sont séparés de biens professionnels. Ce qui implique effectivement un apport de capital. Vous allez prendre votre argent qui c'est à vous et mettre à l'entreprise pour pouvoir financer l'entreprise, pour pouvoir démarrer l'entreprise. Du coup, cet argent, même si vous êtes propriétaire de cette entreprise, cet argent ne vous appartient plus. Ça veut dire que c'est de l'entreprise. Et je parle ici comme quelqu'un qui a fait gestion des entreprises. Hein. C'est extrêmement important de séparer les finances personnelles de finances professionnelles. Même si vous êtes propriétaire, même si vous êtes si vous travaillez dans une entreprise individuelle, par exemple, hein, c'est très important de séparer pour pouvoir calculer effectivement votre bénéfice. Voilà. Parce que si, je ne sais pas, si vous n'avez pas l'argent de poche et vous prenez l'argent de la caisse de la boutique pour faire vos courses, franchement, ça ne va pas m'étonner à la fin que vous allez avoir un problème de caisse, que vous allez avoir un problème avec la santé financière de votre entreprise. Voilà. Donc, c'est basique, c'est simple, mais c'est pas évident des fois. Et surtout, si vous travaillez dans une entreprise individuelle et vous voyez que votre chef ou les cadres ou les responsables prend l'argent de la société, prend l'argent de l'entreprise pour régler des petites choses de sa vie personnelle, ça c'est comment, hein? C'est meilleur de chercher un autre boulot. Parce que vous allez voir que plus tôt ou plus tard, ça ne va plus marcher. Donc, voilà. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de cela. J'imagine que vos professeurs de finance, de comptabilité ont déjà beaucoup parlé par rapport à cela. Hein. Bon. Du coup, cette forme juridique, hein, elle permet de créer une société, plus précisément une personne morale, hein, à deux ou à plusieurs. Vous voyez que maintenant, vous n'êtes plus individuel, vous êtes à deux. Hein. Mais il a aussi une limite pour cette forme juridique, c'est jusqu'à 100 associés, hein, 100 qui peuvent avoir des participations dans votre société. Hein.
l'importance aussi, comme l'autre, l'entreprise individuelle, c'est que, c'est que son capital, dont la loi ne fixe aucun montant minimal, est réparti entre au moins 2 associés, qui sont les 2 nécessaires pour constituer effectivement la personne morale. L'entreprise est dirigée par un ou plusieurs gérants associés en nom. Par contre, les responsabilités des associés sont d'ailleurs limitées à leur apport respectif dans l'entreprise. Ça veut dire que si moi, j'ai décidé de créer une entreprise, ça arrive assez souvent. Il y a toujours un qui entre avec l'argent et l'autre qui entre avec les boulots. Mais est-ce que celui-là qui rentre avec les boulots de la société, il a les statuts de salarié aussi, ou juste les statuts d'associé? Vous voyez, ce sont 2 petits détails qu'il faut réfléchir. Encore une fois, si vous travaillez dans une entreprise qui, à la base, a été constituée avec une personne qui entre avec l'argent et l'autre qui entre avec les boulots, mais que celle-là qui bosse n'a pas les statuts de salarié, vous savez que l'autre associé, c'est un grand investisseur, normalement, mais qu'il n'est pas, pas très clean. Et vous voyez, parce que l'autre associé devrait avoir, cet associé qui bosse devrait avoir son statut de salarié aussi. Du coup, voilà. C'est bien pour avoir une idée de comment ça marche l'entreprise, si tout se passe correctement, si éventuellement l'entreprise peut avoir un souci fiscal, voilà, c'est intéressant. Bon. Et évidemment, et effectivement, celui qui apporte plus d'argent, il va avoir une cotisation plus grande. Du coup, normalement, il va avoir droit à recevoir plus que l'autre. Hein? Mais aussi, parce qu'il a participé plus dans l'entreprise, il a plus de responsabilités d'entreprise. Du coup, s'il y a un pépin, s'il y a un souci, il va avoir plus de responsabilités de la partie de l'entreprise. Voilà. Bon. On passe vite. On passe donc à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Là, c'est entreprise individuelle, entreprise unipersonnelle. Ça commence à faire un mélange très, très sérieux là. Hein. Bon. C'est que ça change d'entreprise unipersonnelle à entreprise individuelle, c'est juste que l'entreprise unipersonnelle est la forme unipersonnelle de la société à responsabilité limitée. Donc, elle se compose d'un seul unique associé. Vous voyez que là, quand on parle de EI, les statuts d'entreprise individuelle permettent cependant d'opter pour le régime de la micro-entreprise. Mais quand on parle d'entreprise unipersonnelle, c'est pareil. Elle peut bénéficier aussi du régime de la micro-entreprise. Mais pourquoi choisir l'un par rapport à l'autre? Parce que tout simplement, encore une fois, l'imposition, il y a de petites différences qui vont jouer au niveau des coûts, des frais, parce qu'effectivement, les frais pour établir une entreprise unipersonnelle sont plus importants parce que la forme juridique est un peu plus complexe. Mais par contre, on a vu que, par exemple, le fonctionnement est bien encadré.
que dans une entreprise individuelle, c'est pas forcément très bien encadré comme on peut penser. Hein. Du coup, chacun il a sa responsabilité, son rapport, voilà. Mais elle partage de mêmes bénéfices qu'une société à responsabilité limitée, aussi que de mêmes contraintes. Donc, voilà. De la même façon, la responsabilité de l'associé est limitée à ses apports de l'entreprise. Hein. Mais l'imposition s'est faite sur les bénéfices dégagés par la société. C'est que ce n'est pas les cas d'une entreprise individuelle. Donc, vous voyez, il y a de pour et de contre qu'il faut tout mesurer si on veut créer une entreprise. Bon. Il y a une chose qui est intéressante. Parce que si on parle en tant que salarié, une société, qu'est-ce que j'imagine. Ça dépend effectivement du genre de société à responsabilité limitée. On sait que une société à responsabilité limitée, il y a plusieurs associés. Si possible, il faut découvrir quelle est l'histoire de ces associés. Si possible. Hein, pour pouvoir visualiser effectivement s'ils étaient associés depuis les débuts de l'entreprise ou s'ils se sont associés au fur et à mesure des années. Pourquoi c'est là? Parce qu'effectivement, pour augmenter les grades dans une entreprise, c'est plutôt intéressant qu'elle soit une société à responsabilité limitée que une entreprise unipersonnelle. Parce qu'il y a une entreprise unipersonnelle, si un jour on va dire, on a gagné au loto, hein, je ne veux pas investir mon argent dans une entreprise unipersonnelle. Parce que je ne veux jamais pouvoir, parce que cette entreprise, elle va devoir changer de statut pour une société à responsabilité limitée. L'avantage d'une entreprise unipersonnelle, encore une fois, c'est que c'est bien encadré. Mais les problèmes par rapport à une société à responsabilité limitée, c'est l'apport d'argent. La société à responsabilité limitée, si elle a besoin d'argent, elle peut accepter de nouveaux associés. Vous voyez qu'une entreprise unipersonnelle, non. Elle va devoir trouver son argent directement à la banque. Du coup, elle va forcément faire des dettes vers la banque. Du coup, est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Bon, ça dépend de la performance de l'entreprise, ça dépend de ce que son entrepreneur il veut. Mais en tant que salarié, vous allez savoir que pour arriver à un poste de cadre dans une entreprise unipersonnelle, ça sera plus difficile que dans le contexte d'une société à responsabilité limitée. Vous voyez que selon la forme juridique de l'entreprise, il est possible de visualiser la flexibilité et les possibilités d'augmenter dans l'échelle hiérarchique de l'entreprise. Déjà. Du coup, c'est très intéressant. Hein. On parle des analyses, avec cela, on est en train de faire des analyses très poussées. Hein. Il faut pas laisser... il faut pas se dire que ah non, ça sert à rien et tout ça. Non, non, là, on est vraiment en train de faire des analyses très poussées. Et que j'espère que le prochain poste que vous allez vouloir postuler, hein, pour les prochains postes, vous allez remarquer ces détails et que vous allez pouvoir se bénéficier de ces informations. Hein. Effectivement, quand on est au tout début de carrière, on s'en fout de ça. Je suis d'accord. Ah, mais ça sert à rien, mais on s'en fout. Je me bats les couilles, voilà. Hein. Mais, je suis désolé, mais au bout d'un moment, que vous êtes, vous voulez vous engager vraiment avec votre métier, vous voulez évoluer dans votre métier,
il faut voir si l'entreprise dans laquelle vous travaillez, elle est capable de suivre vos envies. Hein. Est-ce que l'entreprise que je suis actuellement, elle est prête à accueillir mon développement ou son entrepreneur veut juste faire son chiffre d'affaires tranquille, sans prendre la tête. Voilà, il faut voir tout cela. Hein. Et la forme juridique, ça nous aide à visualiser quelques éléments. Hein. Donc, voilà. Ouh, pause pour l'eau. Est-ce que vous êtes toujours vivant là? Oui. Parfait. Oui, monsieur. Et c'est pas très fatigant, c'est pas très inutile. Non, je pense que c'est plus fatigant pour vous qui parlez, nous, on écoute juste. Mais écoutez, des fois, c'est chiant aussi. Hein. Non, ça va. Non, ça va, monsieur, on s'ennuie pas. Bon, tant mieux, tant mieux. Bon. Euh, Donc, on peut passer à l'étape suivante, c'est la société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Oh là là, mais j'avoue que par rapport à toutes les formes juridiques qu'on a au Brésil, en France, vous avez trop. Hein. Je me souviens quand j'étais en train de faire ces cours-là, je me disais, mais au Brésil, on a max 5 formes juridiques, quoi. Et en France, vous avez franchement énormément de formes juridiques. C'est que, alors oui, les Français, ils aiment bien la bureaucratie. Mais au Brésil, on a pas mal de bureaucratie aussi. Mais la différence, c'est que la bureaucratie en France, par rapport au Brésil, elle marche. Hein. Au Brésil, on doit remplir des papiers, on doit prendre des rendez-vous, on doit faire tout n'importe quoi, comme en France. Mais on arrive à la fin de la procédure et ça ne marche pas. Hein. Et suivant, ça ne marche pas. Mais voilà. Qui en France, au moins, on casse la tête, mais à la fin, on arrive à s'en sortir quand même. Hein. Du coup, il faut avoir en tête que vous allez avoir une réponse à la fin de la procédure. Et voilà, malgré les faits que ça soit très compliqué, même pour remplir tous les papiers, voilà. Bon. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Celle-là, elle est trop simple. En gros, tous ces genres de sociétés, c'est une variante de la société à responsabilité limitée. Mais les contextes juridiques fait que chaque métier il puisse se développer dans son statut propre à eux. Exactement parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable que, par exemple, une personne qui commence son entreprise tout court dans son garage, par exemple, il soit taxé avec les mêmes taxes, les mêmes taxes, on va dire comme ça, que une société anonyme, c'est normalement des grandes entreprises. Voilà. En fait, malgré les faits que ça soit très bureaucratique, la variété de formes juridiques existantes en France, oui, ça casse les couilles, mais franchement, c'est pour protéger les entrepreneurs, c'est pour rendre les choses, rendre son métier plus praticable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il soit, malgré les faits de payer déjà pas mal d'impôts en France, ça va vers son métier. Du coup, c'est très intéressant. Ça protège au lieu d'être en abus, comment on pourrait
peut-être penser. Parce que si on met tout dans les mêmes sacs, on va dire comme ça, hein, si on met toutes les professions, tous les gens des entreprises, voilà, tout dans les mêmes sacs, dans les mêmes seaux, ça, c'est pas juste, c'est pas équitable. Donc voilà. Bon. La différence, c'est que du coup, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ça va travailler avec, c'est fait pour les professions ou qu'est-ce que libérales. Hein, vous voyez, ces statuts reprennent généralement les règles de fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée, mais adaptées à ces genres de professions libérales. Les médecins, les dentistes, voilà. La différence, c'est que normalement, on pourrait penser que non, mais là, quand on parle de société, si ça reprend le fonctionnement d'une société à responsabilité limitée, ça veut dire qu'on doit avoir au moins 2 associés, max 100 associés. Bon, cela c'est très intéressant quand on parle surtout de grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, voilà, où le mètre carré pour avoir son propre truc, son propre cabinet, par exemple, c'est très cher. Hein. Et du coup, ça ne vaut pas les coups forcément de avoir juste payé un loyer très cher pour avoir son cabinet. Et du coup, c'est là qu'il se met en société. Donc, même si les démarches pour la création de l'entreprise sont plus importantes par rapport à celles imposées pour une entreprise individuelle, ces statuts apportent un certain niveau de sécurité dans les cas d'exercice d'une profession libérale. Et donc une virgule, car la responsabilité est limitée. Et en plus de cela, il y a une société, si vous n'avez pas fait assez de chiffres ces mois-ci, l'autre va réussir à rattraper cela et vous allez pouvoir maintenir votre cabinet dans l'endroit. Il y a certains métiers que l'adresse, c'est essentiel pour le bon fonctionnement de métier. Les cabinets de médecins, les cabinets de dentistes, voilà, les psychologues, voilà, tout cela sont des métiers, par exemple, que changer d'adresse tout le temps, forcément, ça va faire tourner les clients. Et quand on va, je sais pas vous, mais j'imagine que c'est pas, par exemple, Limoges, oui, la petite ville de la campagne. Hein. Ici, les transports publics, c'est pas génial. C'est pas génial. Moi, particulièrement, j'ai pas de voiture. J'ai mon permis et tout, mais moi, je me déplace en vélo quand je dois y aller quelque part. Mais par contre, on va dire que je vais plutôt choisir un cabinet médical, mon médecin généraliste, voilà, c'est lui les plus proches de ma maison. Parce que s'il y a un pépin, s'il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas à quelle heure, le médecin généraliste, il est là pour pouvoir résoudre ses problèmes. Hein. Du coup, vous voyez, c'est plus pratique de faire comme ça. D'où l'idée de l'importance de l'aspect immobilier, on va dire, dans ces métiers, dans ces genres de métiers libéraux. Hein. Donc, voilà. Allez, société anonyme. La célèbre SA. La SA, ou société anonyme, est une forme juridique existant depuis 1867. En effet, on baille. Elle convient particulièrement aux projets importants. Du coup, ça veut dire que si vous travaillez dans une société anonyme, probablement, tout le monde la connaît. Ça veut dire que, par exemple, Coca-Cola, Pepsi, Unilever, voilà, tout cela sont des sociétés anonymes.
voilà, forcément, on va connaître. Je sais pas, je vais juste faire une recherche vite fait sur Google. Parce que maintenant, je suis curieux. Voilà. Je sais pas, peut-être que vous connaissez une, entre guillemets, petite entreprise qui s'appelle Valeo. Hein, une petite entreprise, entre guillemets. Hein. Je regarde une autre. Si je me trompe pas, évidemment, parce que ça me fait penser à ça maintenant. Hein. Voilà. Peut-être que vous connaissez donc une petite entreprise qui s'appelle Valeo. Et aussi une autre petite entreprise, entre guillemets toujours, qui s'appelle Les Grands. Les deux sont des entreprises. Forcément, si vous ne connaissez pas une, vous connaissez l'autre. Hein, mais les deux sont des entreprises françaises. Hein, et qui sont des sociétés anonymes. Vous voyez, en fait, les sociétés anonymes sont tellement grands qu'on les connaît à force, parce que voilà, sont des projets plus importants, comme je viens de dire. Hein. Du coup, soyez sûr que si vous travaillez dans une entreprise qui imagine de changer son statut. Parce qu'une entreprise peut changer son statut juridique. Hein. En fait, si vous voyez bien, ce que je veux dire, c'est que si vous travaillez dans une entreprise qui a les statuts de SA, même si vous travaillez dans un petit bureau, vous pouvez être sûr que vous travaillez dans une grande entreprise. Hein. Même si les structures, là, à présent, c'est pas énorme, c'est pas ouf. Hein. Mais soyez sûr que si vous travaillez dans un SA, ou si vous, au sein d'entreprise dans laquelle vous bossez, veut changer son statut juridique pour la forme d'une SA, soyez sûr que c'est une entreprise qui va vouloir agrandir, que vous allez avoir une possibilité de augmenter dans l'échelle hiérarchique de l'entreprise. Vous voyez, donc dans ce sens-là, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant pour votre carrière parce que vous allez avoir une possibilité de projection. Hein. On parlait souvent de les cours de gestion. Ah, mais les plans de carrière, il faut faire votre plan de carrière. Il faut voir les plans de carrière dans les entreprises. Mais là, c'est là que je pose la question. Est-ce que toutes les entreprises ont des plans de carrière? Mais bien sûr que non. Le plan de carrière, c'est qu'ils font sur les grandes entreprises seulement. Hein. C'est rare qu'on voit une petite entreprise ou une moyenne entreprise même faire un plan de carrière. Hein. Parce que normalement, vous avez votre poste et vous ne pouvez pas trop bouger dans la hiérarchie. Au contraire d'une société anonyme dans laquelle vous pouvez commencer en bas dans l'échelle hiérarchique et effectivement avec les temps et avec vos compétences, votre formation, vous pouvez effectivement accéder au niveau plus haut de l'échelle hiérarchique. Du coup, voilà la différence principale de connaître, de savoir, c'est que c'est la société anonyme dans le contexte de notre discipline. Bon, je continue là. On parle de ça parce que la création d'une SA requiert au moins 7 actionnaires.
Vous voyez, on ne parle pas, cet actionnaire pour les sociétés cotées en bourse et d'autres pour celles non cotées en bourse. Hein. Forcément, on parle plus d'associés, on parle d'actionnaires. Vous voyez, c'est très intéressant. Et par contre, les capitales minimaux pour faire une SA, c'est 37 000 euros. Ça veut dire que, effectivement, si vous travaillez dans une société anonyme, sachez que l'entreprise a commencé déjà avec 37 000 dans la poche. Vous voyez, c'est pour ça que les projets plus importants commencent, on va dire, commencent. Les projets plus importants, les entreprises plus importantes sont celles que se sont catégorisées dans la forme juridique de société anonyme. Et évidemment, là, les coûts les frais et tout ça là, pour devenir un SA, c'est énorme. Parce que les formalités, les adéquations à la législation et tout cela, bon, vous voyez pendant vos cours les bilans des entreprises, les plusieurs bilans que les entreprises font. Du coup, voilà, tout cela coûte de l'argent. D'où les problèmes d'avoir plus de frais, on va dire, concernant les formalités. L'avantage d'une société anonyme, c'est qu'elle ne veut pas prendre l'argent avec la banque, mais elle va prendre l'argent avec les marchés, avec les actions qui sont en bourse, qui, en fonction du montant, ça revient moins cher au niveau de taux de prêt que si vous allez prendre cet argent à la banque. Voilà, donc une petite histoire de finances. Il a aussi de la société, je vais juste voir où ça finit parce que je me souviens plus. Oh ouais, oh oui, commence. Il y a aussi donc la société par action simplifiée. Ce sont les mêmes règles de l'SA. La forme sociétale, c'est aussi à plusieurs actionnaires. Et ce régime, il est surtout adapté quand on a besoin de la distribution de dividendes. Ou, comme on dit, prévoyant l'entrée d'investisseurs. Là, dans ces cadres, seulement 2 actionnaires sont nécessaires. Et chacun a la responsabilité selon les apports qu'ils font. Contrairement à un SA, qui a un capital, un apport minimum de 37 000, là, il n'y a pas. Du coup, vous pouvez commencer avec 2 euros, avec ce que vous avez dans la poche, ou ce que moi je l'ai dans la poche, voilà. Bon, tout est simplifié. Par contre, les frais de création sont plus lourds, parce que, comme on avait dit, la société anonyme demande plus de formalités. Pourquoi faire cela et pas l'autre? Pourquoi choisir cela et pas la société anonyme? Parce qu'en fait, là, on cherche effectivement des associés. Quand on parle de société par action simplifiée, on cherche avoir de l'argent pour pouvoir investir dans l'entreprise. Voilà, c'est simple. D'où l'idée de payer les dividendes. Donc, voilà. La société par action simplifiée unipersonnelle. Oui, on peut aussi avoir un SA simplifié unipersonnel. Du coup, c'est la même chose. Une SASU, on peut dire comme ça, est la forme unipersonnelle de celle-là, société par action simplifiée, la SAS, qui a été créée en 1999, c'est assez récent, qui reprend les mêmes caractéristiques. Par contre, son gestion, c'est juste une personne. L'avantage par rapport à l'autre, c'est exactement sa souplesse. Les statuts fait profiter des mêmes avantages qu'une SAS.
la responsabilité de l'actionnaire unique est limitée à ses apports dans la société. Hein. Encore une fois, une SASU, c'est unipersonnel. Vous n'allez jamais arriver à être actionnaire associé. Voilà. Mais par contre, sachez que l'entreprise a ces statuts-là. C'est quand même une grande entreprise parce qu'il faut avoir de l'argent pour les frais de comptabilité qui sont assez élevés en fonction des formalités exigées. Donc, voilà. Bon, société et non collectif, SNC. Hein. Elle est constituée sans capital minimal par au moins 2 associés qui ont tous la qualité des commerçants. Les associés peuvent réaliser différents types d'apports en nature, en numéraire, en industrie. Les associés d'une SNC doivent répondre solidairement et indéfiniment des dettes sociales de la société. Autrement dit, le patrimoine personnel des associés n'est pas protégé en cas de faillite. C'est une caractéristique très particulière de société non collective. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire un apport de n'importe quel genre de dans n'importe quel type d'apport, peu importe quel genre d'apport on va faire. Hein. C'est ça l'avantage. Par contre, encore la responsabilité dans ces cadres, elle est illimitée. Hein. Bon. Pour finaliser, donc, il y a la société civile professionnelle. Cette forme de société permet à plusieurs personnes exerçant une même profession libérale de l'exercer en commun. Elles sont alors les responsables elles sont alors responsables indéfiniment de dettes sociales. L'avantage, aucun capital est requis. Et remarquez bien que les bénéfices de la société civile professionnelle sont imposés à l'impôt sur les revenus au niveau de chaque associé. Ça veut dire que ce n'est pas au nom de l'entreprise qui va payer les impôts, mais selon ce que chacun y fait. Vous voyez que c'est aussi intéressant parce que s'il y a quelqu'un qui fait vachement de chiffre d'affaires et qui en fait beaucoup moins, en fonction de notre spécialisation, par exemple, on ne va pas payer les impôts par rapport à l'autre personne. Mais voilà. Bon, on a réussi à avancer assez vite. Hein. Juste pour arriver à l'idée de effectivement qu'est-ce que tous ces là c'est pas on n'a pas vu toutes les formes juridiques, il y a encore plusieurs il doit y avoir 5 d'autres formes juridiques en France, c'est énorme hein. Mais voilà, mais encore une fois, qu'est-ce que ces formes juridiques, et c'est ça que je demande à retenir. Tous les statuts juridiques, les formes juridiques on vient de voir, en fait, peut nous dévoiler quelques caractéristiques de l'entreprise et de son fonctionnement. Et ces caractéristiques peuvent être plus adaptées ou moins adaptées à nos envies, à nos besoins, à ce qu'on veut pour notre carrière. D'abord, la nature de son activité, parce qu'il y a quelques formes juridiques qui sont exclusives de certains métiers. Hein. Donc, les bars tabac, par exemple, ils peuvent avoir qu'une seule forme juridique spécifique. Maintenant, je ne me souviens plus quelle est la forme juridique spécifique, mais voilà. Mais, comme si on est professionnel libéral, il y a aussi une forme juridique. Du coup, tout cela, ça peut dévoiler la nature de son activité. Aussi, les futurs acteurs d'entreprise. C'est-à-dire que, est-ce que je envisage que l'entreprise peut ouvrir des franchises à l'international? Hein?
si elle est une société anonyme, il y a déjà de grandes chances que soit elle est déjà dans les marchés internationaux, soit elle va investir dans les marchés internationaux. Du coup, voilà. Hein? C'est intéressant. Encore une fois, l'organisation hiérarchique souhaitée. Si moi, je veux avoir mon poste, je veux juste avoir un bon poste, sans prendre trop la tête, être tranquille et tout ça, peut-être que une société unipersonnelle, ça me va très bien. Parce qu'une société unipersonnelle, ça veut dire qu'il y a juste un seul actionnaire. Je ne vais jamais arriver au poste de grand chef, vous voyez, mais je peux quand même avoir un bon poste, gagner mon argent, tranquille, voilà, vous voyez. Par contre, si je veux vraiment pousser, si j'ai pas mal d'ambition, et, et c'est, vous voyez, il y a des gens qui veulent vraiment, on dit évoluer, mais qui veulent vraiment augmenter dans l'échelle hiérarchique. Il y a des gens qui prennent vraiment du plaisir en ça et sans aucun jugement. Hein. Je fais ça, je dis ça sans aucun jugement. C'est ni mauvais ni bon. C'est juste que leur puissance, hein, d'agir, leur énergie, là, qu'on a parlé avec Spinoza, elle a focalisé à monter dans l'échelle hiérarchique. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est pas mauvais. C'est ni bon ni mauvais. À partir du moment qu'on ne casse pas la tête des autres pour augmenter dans l'échelle hiérarchique, ça va, quoi. Hein? Vous voyez? Bon, évidemment, si je veux augmenter dans l'échelle hiérarchique, du coup, une SA, chercher un boulot dans une SA, c'est plutôt approprié. Parce que là, je peux augmenter les grades, là, je peux évoluer. Voilà, vous voyez? Et du coup, ça peut développer les régimes fiscaux et sociaux adaptés à l'entreprise. Encore une fois, ça, c'est pas trop pour la découverte du monde professionnel dans le sens de je vais bosser dans un endroit, mais c'est plutôt adapté pour je veux être entrepreneur. Hein. Du coup, pour être entrepreneur, voilà, de savoir la forme juridique, ça peut, plusieurs formes juridiques, ça peut aider à trouver la meilleure forme juridique pour votre boulot, pour ce que vous voulez faire, et payer autant d'impôts qui est demandé, sans payer plus ni moins. Voilà. Mais c'est qui est correct selon la nature de votre activité et selon votre chiffre d'affaires. Bon. Là, on va parler après de catégorisation des entreprises qui peuvent être catégorisées sur plusieurs statuts. Voilà, sur plusieurs choses. Plusieurs éléments, selon l'effectif, les chiffres d'affaires, total de bilan, statut juridique, concentration de capital, organisation, internationalisation, secteur activité, voilà. Bon, ça, on parlera lors de notre prochain cours, parce que les temps, il est déjà là, hein, il est déjà passé, on a 8 minutes, mais voilà. Donc, je préviens à vous, je préviens à vous. Bon, je reviens à vous et j'espère que ça n'a été pas trop fatigant ni chiant, qui ça a été à la fin parce qu'on a réussi à faire assez vite, à avancer assez vite, assez tranquille, mais tout en rappelant l'importance de connaître ces éléments pour notre avenir professionnel. Ça veut dire que c'est important de visualiser ces éléments dans une entreprise pour qu'on puisse s'y positionner, pour qu'on puisse choisir ce qui nous convient le plus. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de choisir une SA.
vous pouvez effectivement travailler dans une société unipersonnelle, hein, parce que c'est ça qui vous convient. C'est juste, c'est que on voulait vraiment, c'est que je voulais vraiment vous montrer en passant par les formes juridiques, c'est que on peut avoir déjà un aperçu de l'entreprise et ce qui nous attend, juste en connaissant sa forme juridique. Hein? Donc c'est ça. Et avec cela, vous pouvez même dessiner dans votre tête si les postes et si l'entreprise vous convient. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, je pense. Parfait. Bon, si vous n'avez pas de questions, donc je pense qu'on peut finir les cours d'aujourd'hui là. Et je vous rappelle donc que les cours prochains, on va finir ces contenus de catégorisation des entreprises. Hein, et j'espère, parce qu'on a encore 10 diapos à avancer, hein, et j'espère pouvoir donner déjà les cours prochains quelques coordonnées, quelques directions concernant les rapports que vous allez devoir me rendre. D'accord? Parce que les cours prochains, c'est les 31 mars. Je visualise là encore. Voilà. Les cours prochains, c'est les 31 mars. Et du coup, ça va vous laisser soit 3 semaines pour faire les rapports, soit 4 semaines pour faire les rapports. Mais ça, on va décider ensemble. Parce que selon ce qui se dessine, c'est que nous n'allons pas avoir notre retour en présentiel. C'est si bien désiré en fait. Mais on ne va pas avoir. Du coup, ça nous impose à faire une deuxième activité qui ça sera en forme de QCM concernant tous les contenus du cours vus jusqu'au présent. Jusqu'à présent, pardon, jusqu'à présent. Mais voilà. Mais on va parler de tout cela. Encore une fois, je avance petit à petit les informations pour que vous ne soyez pas pris de surprise. Mais on va parler ça dès qu'on finit ces contenus. Parce que je vais vous laisser les temps pour faire ces rapports. Hein. Pendant les temps du rapport, on ne va pas avoir de cours. Parce que vous savez, c'est un TD. Les TD, forcément, sont des cours dans lesquels on fait des activités pendant les cours. Mais à distance, c'est un peu plus difficile de faire comme ça. Et pour ne pas vous surcharger des choses, surtout que les examens vont s'approcher, l'idée, c'est de ne pas faire des cours pendant 3 semaines pour que vous puissiez faire vos rapports. Hein. Effectivement, moi, pendant les horaires de cours, moi, je serai là, je serai présent pour parler avec vous, pour discuter avec vous, si vous avez des questions, si vous avez des doutes concernant la réalisation de cours, voilà, de rapports, ou même par rapport à des angoisses personnelles concernant votre carrière, voilà. Mais tout cela, encore une fois, en détail, on va discuter lors de notre prochain cours. Dans ces cadres, comme il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne semaine aussi, et bon courage pour la suite, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.